numéro fixe euh, sur le site. Hein, je ne sais pas. Voilà. Et on peut facilement nous contacter, nous poser des questions et aussi orienter des proches qui sont ici en Europe, qui sont désemparés, hein, qui sont dans un désarroi total, qui ne savent pas où aller. Hein. Je peux Y comprendre. a-t-il des conditions Et pour entrer en voilà. contact avec vous? Hein, hein, hein. Y a-t-il des conditions pour entrer en contact avec vous? Oui, exactement. On peut, vous savez, je peux laisser, si vous voulez, hein, un numéro de téléphone, je peux vous laisser ça et D'accord. c'est vraiment c'est un numéro qui est géré par De quelqu'un de l'association à l'IFSI. C'est l'association. un numéro D'accord. portable aussi, hein. Il peut Ouais, recevoir les appels ou les messages écrits pour répondre et pour d'accord. aussi organiser des rencontres, aussi, en tout cas, répondre à toutes les questions. Voilà. Mhm. Mm. D'accord, très bien. Alors, très rapidement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu, parce que vous l'avez souligné ici, les critères, quels sont les critères en fait pour obtenir une régularisation? Les critères, vous savez, en France, il y a toujours les politiques qui changent les lois. Hein. Donc, chaque président qui arrive Mhm. aimerait quand même changer une loi, parce que l'immigration, toujours, est au centre d'un débat vraiment houleux ici en France. Les Effectivement, politiciens se oui. déchirent parfois, il y a la droite qui est là, qui pense que l'immigration est un gros problème pour la France et la gauche qui est là, qu'on considère que la gauche est laxiste, quoi, qui, qui facilite l'entrée des immigrés. Et c'est tout à fait le contraire. Je peux vous expliquer, Ouais. avant de revenir sur votre question hein, concernant les critères, Mhm. et les gens Mhm. condamnent beaucoup Sarkozy, le président Sarkozy. Mhm. Je connais Mhm. parfaitement, un peu, je ne dis pas trop, trop même, mais j'ai tellement Mhm. côtoyé des proches collaborateurs du président Sarkozy, en la personne même de M. Maxime Tandonnet, hein, qui a écrit toutes ces lois, la loi CESEDA, Mhm. la loi CESEDA, les conditions d'entrée et de séjour Mhm. en France et des apatrides. Et, Mhm. et Sarkozy, qui a facilité la régularisation de pas mal d'étrangers ici en France, Mhm. qui ne répondaient même pas aux critères établis par l'ancien gouvernement socialiste en la personne de M. Chevènement, l'ancien ministre de Mhm. l'Intérieur. Oui. Parce que la loi Chevènement disait quoi? Alors, Mhm. un célibataire qui vient en France, qui n'a pas de charge familiale ici, qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant, Mhm. qui seul en France doit attendre 10 ans pour prétendre à déposer son dossier de Mhm. régularisation. Ça ne veut pas dire que quand tu as 10 ans, tu vas être régularisé. C'est-à-dire quand tu as 10 Mhm. ans, tu dois déposer tes preuves de présence. Hein, on appelle ça les Mhm. preuves de présence en France. C'est des preuves, c'est des Oui. documents administratifs que vous cherchez si vous Mhm. allez voir le médecin, il vous prescrit une ordonnance, vous allez voir, comment dirais-je, euh, vous Le allez... supermarché, par exemple, vous avez Non, non, un ticket du non, supermarché, par ça ne exemple. marche plus. Hein. Les supermarchés, même si vous achetez un portable, ce sont des preuves qui ne sont pas considérées aujourd'hui. Et donc, il y a D'accord, d'accord. ce qu'on appelle ici l'AMO, quoi, l'aide médicale État. Parce qu'en France, c'est un Mhm. grand pays. Hein. De tout étranger qui vient sur le territoire français, après avoir vécu en France 3 mois, tu dois déposer ta demande de Mhm. sécurité sociale, c'est-à-dire une couverture médicale. Tu dois être protégé par comment dirais-je, la sécurité sociale en cas de maladie pour que tu Mhm. sois pris en charge. Et ça, c'est un Mhm. document qu'il fallait chercher pour les garder comme preuve. Chaque année, tu les renouvelles. Et tu dois déclarer ton Mhm. impôt, même si c'est zéro. Voilà. Mhm. Et le problème qui arrive sur beaucoup de gens qui ne sont pas informés à cela, ils restent des années parfois sans chercher des documents. Et donc, les gens Mhm. restent ici pendant 10 ans hein, en tant que, étant célibataire pour commencer Mhm. à déposer une demande de régularisation. Mais lorsque Sarkozy est Mhm. arrivé en 2000, il a Mhm. dit que les socialistes favorisent quand même l'illettrisme et
et le manque de volonté d'intégration des étrangers en France. Et il dit parce qu'on leur dit, vous restez cloîtrés dans vos 4 murs là pendant 10 ans. Après, lorsque vous aurez une preuve de 10 ans, vous venez prendre le séjour. Il dit, il pousse à ces gens de ne pas faire d'efforts pour apprendre à lire et à écrire. Il pousse ces gens à ne pas faire d'efforts pour connaître les lois et les règlements de ce pays. Il pousse des gens à ne rien faire, à ne pas apprendre un métier. Il dit que lui, Sarkozy, alors, il va donner des instructions au préfet. Les préfets ont les mains libres parce qu'ils ont un pouvoir discrétionnaire. C'est la loi qui leur permet ça. Il faut régulariser qui il veut. Même si tu arrives aujourd'hui, le préfet a ce pouvoir discrétionnaire. Mais comme en France, les Français aiment trop respecter leurs lois et règlements, les préfets ne peuvent pas faire ça. Maintenant, les politiques doivent leur donner des instructions. Et Sarkozy a dit, vous allez, vous préfet, régulariser en fonction de votre appréciation de chaque candidat qui vous pose son dossier. Est-ce que ce candidat, pour vous, il a fait un effort pour intégrer la société française? Est-ce que ce candidat, si on le régularise, est-ce qu'il ne sera pas en danger pour notre espace public, hein? Et donc, Sarkozy a permis la régularisation des milliers de personnes qui sont arrivés en France. Ils n'ont pas duré en France. Ils n'ont même pas fait 5 ans ou 10 ans. Tu vois? Et c'est Sarkozy qui a fait ça. Hein. Les gens pensent que Sarkozy est le plus dangereux des ministres de l'Intérieur français. C'est faux. Au contraire, vous savez, l'être humain ne vaut pas quelqu'un qui lui dit la vérité. C'est ça le problème de Sarkozy. Il est parti à Dakar, il a dit aux Africains, vous n'êtes pas entrés dans l'histoire. Et tous les Africains sont devenus malades. Voilà. Mais franchement, quand quelqu'un vous dit, quand on vous insulte, on vous dit vous êtes un menteur, vous êtes un voleur. Il faut prouver aux gens, vous n'êtes pas un menteur, vous n'êtes pas un voleur. Au lieu de crier sur les plateaux de télévision, en partout, par-ci, par-là, Sarkozy, il faut qu'on prouve à Sarkozy, nous sommes entrés dans l'histoire sans faire de bruit, quoi. Voyez. Et nous, c'est ce que nous avions fait en 2002, lorsqu'il dit, oui, je vais utiliser le charter pour envoyer tous ces gens-là dans notre pays. On est sortis, on s'est mobilisés, les Français nous ont soutenus, et jusqu'à ce qu'on a gagné le combat. Et jusqu'à ce que Sarkozy a régularisé des milliers de personnes. Et puis, il faut lui reconnaître cela. Il était le premier président qui a pu, comment dirais-je, nommer des ministres d'origine étrangère hein, dans un ministère régalien. Par exemple, le ministère de la Justice. Voilà, et il était le premier président qui a nommé un préfet d'origine immigrée. Donc, pour moi, il n'est pas raciste, Sarkozy. Il a un tempérament. Quand quelque chose vient dans sa tête, il le dit tout de suite. Voilà. Moi, je pense que le défaut des Africains, alors, ils aiment trop les plateaux de télévision et des radios pour dénoncer des choses. Mais dans la pratique, personne ne fait rien. Moi, je connais ça. Ça fait plus de 15 ans. J'organise des manifestations. J'informe les gens dans les foyers, partout. Mais tu verras personne qui vienne pour soutenir leurs frères, leurs sœurs qui souffrent ici en France. Après, ce sont ces mêmes gens, quand les Français, ils sont dans leur coin, ils crient. Moi, ça m'énerve ça. Je suis choqué par ce comportement-là. C'est pour cela, moi, j'ai pas de langue de bois. Hein. Je dis ça parce que j'ai vécu, je connais. Et ça me fait de la peine quoi, de voir nos compatriotes ici. Vraiment, chacun est là parce qu'il a sa nationalité française ou il a sa carte de séjour. Ils s'en foutent carrément. Les autres, quoi. C'est vraiment dramatique. Et donc, pour revenir à votre question, les critères de régularisation en France, d'abord, il y en a plusieurs critères. Hein. Il y a les critères, d'abord, qu'on appelle vie privée familiale. Vie privée familiale, c'est quoi? Par exemple, si on a des attaches familiales en France, par exemple, si vous vivez avec votre épouse, vous avez des enfants, ou bien vous êtes marié avec un Français ou une Française, ou vous êtes, voilà, ou vous avez, comment dirais-je, des enfants qui sont scolarisés et que vous êtes avec votre épouse. Et ça, c'est une régularisation qu'on appelle vie privée familiale.
C'est-à-dire des personnes qui ont des attaches familiales en France. Hein. Ça ne veut pas dire des Mhm. cousins, ça ne veut pas dire des tantes, des oncles. Non. Quand on parle d'attache familiale, c'est votre épouse ou c'est votre époux Mhm. avec des enfants ou c'est Mhm. vos parents qui sont là et que vous êtes mineur. Voilà. D'abord, quand on est mineur, d'abord, on n'est pas menacé en France. Jusqu'à 18 ans, Effectivement. vous n'êtes pas menacé d'expulsion. C'est à partir de 18 ans, si vous n'avez pas de séjour, que vous êtes menacé parce que vous êtes devenu majeur. Alors, donc, D'accord. il y a ce critère-là. Et Mhm. pour remplir ce critère, alors, il faut que le couple qui vit ensemble, si les deux sont en situation irrégulière, les deux Mhm. doivent justifier une présence de 5 ans en France, ce qu'on appelle les preuves de vie commune de 5 ans. Et si Oui. vous êtes, par exemple, vous avez un mari qui a le titre de séjour et que Mhm. vous n'avez pas de titre de séjour, il faut que vous Mhm. prouvez une présence de vie commune de 18 mois. Mais il faut que la femme puisse justifier 5 ans de présence en France d'abord. Et quand vous avez un mari, et vous pouvez, je prends l'exemple, par exemple, M. Sanoussi, vous êtes avec une femme en France et que vous êtes Mhm. en situation régulière, vous avez votre séjour et vous avez connu Mhm. une femme où vous voulez vous marier. Mais avant que Mhm. vous vous mariez, la femme a déjà Mhm. fait à peu près 3 ans en France et Mhm. 3 ans et 6 mois. Alors, Mhm. euh, maintenant, si vous vous êtes marié, il faut que Mhm. vous ayez 18 mois ensemble, hein, Mhm. et pour que vous puissiez, pour que la femme puisse prétendre à une régularisation. Mais ces D'accord. 18 mois et les 3 années de présence antérieure de la femme, quand on les additionne, ça peut aller 5 ans. Donc, ça ne veut pas 5 ans, dire tout à fait. qu'une femme qui vient d'arriver aujourd'hui en France, ou bien il y a 2 ans en France, et qu'elle vit Mhm. avec un mari 18 mois qu'elle peut avoir. Non, il faut justifier D'accord. une présence de 5 ans en France. Et dans ces 5 ans-là, il faut justifier 18 mois de vie commune avec votre mari ou bien avec votre épouse, quoi. Ça, c'est D'accord. vice-versa. Voilà, D'accord. ça c'est la régularisation vie privée familiale. Et la D'accord. régularisation aujourd'hui, qui est beaucoup sollicitée, on appelle ça la régularisation comment dirais-je, le titre de séjour salarié. Le titre de séjour Mhm. salarié, aujourd'hui, c'est ça qui est beaucoup sollicité. Voilà, parce que Félicité. voilà, c'est une loi, hein, c'est Sarkozy aussi qui a mis cette loi en place. La loi, Mhm. s'appelle l'article 40. Voilà, l'article Mhm. 40 de la loi CESEDA. Et Mhm. comment dirais-je, ce séjour salarié aussi, il faut qu'un étranger puisse justifier 3 années de présence en France avec D'accord. 24 fiches de paix, hein, c'est-à-dire il faut travailler, avoir 24 fiches de paix et trois Oui. ans de présence en France. D'accord. Et voilà, après avoir obtenu tout ça, il faut que tu puisses trouver un employeur qui puisse qui puisse s'engager à vous délivrer un CERFA. Le CERFA, D'accord. c'est un formulaire administratif, hein, du ministère du Travail et que Mhm. l'employeur, c'est comme une promesse d'embauche quoi, qui est écrit, je m'engage voilà, Oui. dans le formulaire Oui. que si la préfecture Oui. régularise ce monsieur ou cette dame, je vais Mhm. l'embaucher. Donc, D'accord. il faut 3 ans de présence et 24 fiches de paie. Bon, quelqu'un qui n'a pas de papier, comment il peut avoir 24 fiches de paie? C'est pas C'est possible. un paradoxe, hein? Ça, c'est un paradoxe. Hein? C'est la Voilà, question que je vous pose. parfois, tu ne Ouais. comprends pas la loi. Hein? On vous dit, vous n'avez Ouais. pas le droit de travailler en France tant que vous n'avez pas le titre de séjour. Après, il y a une loi Effectivement, qui c'est vous ça que dit, j'allais dire. Oui. il y a une loi qui vous dit, il faut avoir 24 fiches de paie et 3 ans de présence en France pour prétendre à une régularisation. Alors, beaucoup de personnes Mhm. aujourd'hui travaillent avec, sous l'identité d'une autre personne et qu'aujourd'hui, la loi Mhm. tolère ça. Il y a une dérogation sur ça. Par exemple, moi, Madi Gassama, si je travaille avec le papier de M. Sanoussi Diaby,
pendant 24 mois, parce qu'on est tous des Africains, on se ressemble. Il m'a prêté ses papiers, que j'ai travaillé pendant 24 mois chez un employeur et que j'ai fait 3 ans en France. Je voudrais je voudrais me faire régulariser. Je vais voir mon employeur, je lui dis, mais écoutez, monsieur, moi j'ai travaillé pendant 24 mois chez vous avec un papier à autrui. Ça ne m'appartient pas. C'est pour un certain monsieur ici, Diaby, qui m'a prêté, c'est mon frère. Bon, voilà. Alors, le monsieur, il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, etc. Je lui dis, mais bon, maintenant, il y a une dérogation, hein, il y a une loi qui protège ça. Vous pouvez me faire une attestation de concordance, hein, pour dire que vraiment, M. Sanusi Diaby a travaillé chez moi de telle date à telle date sous l'identité de... Et non, M. Madi Gassama a travaillé chez moi de telle date à telle date sous l'identité de M. Sanusi Diaby. Donc, je lui délivre cette attestation pour servir et valoir ce que de droit. Voyez. Et donc, dès que moi j'aurai ce document-là, et l'employeur s'engage à me faire le CFA, je dépose à la préfecture, après avoir rempli les conditions de 3 années de présence et les 24 fiches de paie au nom de Sanji Diaby, et avec un CFA, je peux prétendre à une régularisation administrative. Ça, c'est le séjour salarié. Vous voyez? Donc, il y a aussi une présence de 5 ans en France, mais qui réduit le nombre de bulletins de salaire. Quand on fait 5 ans en France, on doit justifier au moins 8 fiches de paie, c'est-à-dire 8 bulletins de salaire. Et ça aussi, c'est les mêmes conditions. Il faut que tu aies un employeur qui s'engage à remplir le CFA et à s'engager à vous embaucher si la préfecture vous régularise. Voilà le critère pour le séjour salarié. Alors, le séjour ancienneté sur le territoire. L'ancienneté sur le territoire, c'est un séjour de l'article voilà, 313-14 aussi qui demande à ce que le demandeur puisse fournir 10 années de présence en France. Donc, toujours la loi Chevènement, hein, c'est une loi qui datait de 97 à 98. À l'époque, c'est M. Chevènement qui était le ministre de l'Intérieur. Donc, cette loi existe toujours. Sarkozy l'a abrogée, hein, mais on ne l'a pas complètement écartée complètement. Voilà. Maintenant, ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition au préfet de régulariser avec une présence de 10 ans. Voilà, mais ça existe toujours. Voilà. D'accord. Alors, voilà, merci de nous avoir édifiés par rapport à ces différentes critères les différents critères que les gens doivent suivre en fait pour être régularisés. Alors, pour terminer complètement cette partie. Excusez-moi, on n'a pas parlé des étudiants. Ouais, parce qu'on a beaucoup de compatriotes africains aussi hein, qui sont des étudiants qui veulent venir poursuivre les études ici. Voilà, pour les étudiants, vous savez, avec le Parcoursup aujourd'hui, hein, pour venir en France, il faut passer par le campus France. Hein, Effectivement. Voilà. Et donc, quand on vient en France et qu'on n'est pas passé par le campus France et qu'on vient avec un visa de court séjour, pour se faire régulariser, c'est très difficile. Les critères sont vraiment complètement difficiles. Alors, voilà. Mais nous, notre association accompagne beaucoup ces étudiants aussi pour se faire régulariser. Donc, un étudiant n'a pas de problème si vraiment il est venu uniquement par le biais de Campus France et qu'il remplit les conditions. Arrivé ici, il peut avoir son titre de séjour pour continuer ses études. Voilà. Et maintenant, après vos études, si vous voulez rester en France, et voilà, c'est une autre question. Avant, avec la droite, avec le Sarkozy, les étudiants n'ont pas la possibilité de rester en France pour travailler après les études. Mais bon, c'est toléré maintenant parce que les étudiants, ils peuvent rester en France, travailler, mais toujours dans leur domaine. Hein. Il faut qu'ils aient un travail qui est en adéquation avec leur diplôme. Vous voyez? Voilà, si vous travaillez, par exemple, dans la télécommunication, ben, il faut présenter, il faut avoir un travail dans ce domaine. Hein. Il faut avoir Bouygues ou bien Orange ou bien, je ne sais pas, les opérateurs, tout ça, pour avoir un contrat et pouvoir travailler.
et se faire régulariser pour changer de statut. Maintenant, en ce moment, on sort du statut étudiant pour avoir le statut salarié. Voilà. Salarié. On sort du statut étudiant et statut salarié. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci de nous avoir édifiés par rapport à toutes ces questions qui aujourd'hui, qui taraudent l'esprit de beaucoup de personnes aujourd'hui, notamment des étrangers qui sont établis en France. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes qui traversent aujourd'hui la mer pour aller rejoindre la France? Bon, je peux leur dire que c'est la folie. Hein. C'est la folie de prendre la mer pour venir ici en France. Et parce que la France, je t'ai entendu parler que la France n'est plus l'Eldorado, mais c'est vrai, hein, c'est un grand pays ici, hein, la France. C'est un grand pays, il y a tout. Il y a tout. Mais risquer sa vie pour venir ici, pour moi, ça ne, c'est pas la peine. Voilà. Quand on a la chance de venir légalement, oui, ça peut tenter sa chance. Hein. Je ne peux pas dire le contraire parce que moi-même, je suis venu comme tous les autres. Et je ne serai pas quelqu'un qui va dire aux gens, écoutez, restez chez vous. Pas. Mais risquer sa vie, prendre la mer, pour moi, ça, c'est vraiment suicidaire. Et parce que qu'est-ce qui va se passer? Soit vous allez mourir dans la mer, soit si vous arrivez ici, vous allez souffrir autant pour s'en sortir. Parce que genre, moi, tous les jours, tous les jours, parfois, je reçois plus d'une centaine de personnes à notre siège, là, ici, hein, les samedis, hein, les après-midi samedis. Tous les jours. Tous les jours, peut-être il y en a même qui m'entendent, qui sont en train de m'écouter. Alors, c'est vraiment suicidaire, quoi. Moi, je conseille à nos jeunes Africains qu'on peut réussir au pays. Et que même si on a la chance de venir légalement sans prendre la mer, mais tu peux tenter ta chance. Voilà. L'Europe appartient vraiment à tout le monde. Hein. Le monde, pour moi, il n'y a pas de frontières. Nous sommes tous des êtres humains. Il ne peut pas y avoir quand même cette barrière comme ça. Mais la mer est très, très dangereuse pour vraiment. C'est triste de voir ces jeunes mourir. Moi, parfois, ça me fait de la peine. Parfois même, on cauchemar quand je vois à la télé, et surtout des enfants, des familles qui viennent avec leurs enfants. Ça me donne des cauchemars, je vous assure. Et sincèrement, on peut vivre ici en France pendant des années. On ne peut pas avoir de travail. On ne peut pas avoir de logement décent. On ne peut pas avoir vraiment... Bon, peut-être qu'ici, hein, on ne peut pas vivre avec la faim parce qu'il y a tellement de choses qui sont organisées. Si tu as faim, il y a des endroits pour aller manger, tout ça. Et on ne peut pas vivre avec la faim ici en France. Voilà, même si ce n'est pas facile. Voilà. Mais on ne vient pas ici pour chercher à manger. Hein. On vient ici pour un projet, pour réussir. Voilà. Mais venir ici pour traîner des années, or que si tu profites de cela dans ton pays avec l'argent que tu avais dépensé pour s'organiser, un jour, tu vas aller au consulat de France à Dakar ou à Bamako, tu dis au consul, je veux venir en France. Hein. Ils vont te donner le visa parce qu'ils savent que toi, tu ne vas pas. Tu as réussi dans ton pays. Et voilà. Et moi, c'est le conseil que je leur donne. Ne risquez pas votre vie. Vraiment, vous allez mourir pour rien du tout. Vous allez arriver ici, si vous avez la chance, vous allez souffrir encore beaucoup ici. J'en ai vu, ça ne finit pas. Des gens qui dorment un peu partout et c'est déplorable, ça. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, le message, je pense qu'il est bien passé. Effectivement, je vais quand même appuyer ce que vous êtes en train de dire parce que pas mal de gens aujourd'hui, ils traversent la mer, ils passent par le Maroc pour partir aujourd'hui en Espagne. Alors, nous rencontrons quand même, nous voyons des jeunes qui sont là aujourd'hui quand on sort dehors, des gens qui sont en train de souffrir. Avant même d'arriver en Europe, ils commencent la souffrance dès ici, au Maroc. Il y a pas mal de gens aujourd'hui qui passent la nuit dehors. Donc, tous ces jeunes, ils quittent le Sénégal tout simplement pour rallier, pour partir en Europe. Mais avant même d'arriver là-bas, ils souffrent ici, ils sont en train de vivre vraiment des situations qui sont très, très difficiles.
quand on sort dehors aujourd'hui, tout de suite là, je peux vous montrer des jeunes qui sont en train de, voilà, qui sont à travers, qui se mettent à travers les feux, les panneaux pour attendre juste que les voitures s'arrêtent pour commander, avoir 2, 3 dirhams et voilà, avoir de quoi s'acheter quelque chose à manger. Donc, c'est pas du tout facile, c'est très difficile, donc ça ne vaut pas la peine. Mieux vaut rester chez eux et travailler là-bas quand même et pour réussir sa vie. Alors, pour traverser cette question, Monsieur Madi Gassama, vous êtes aussi le président du mouvement des démocrates du Sénégal. Alors, nous allons parler politique. Pouvez-vous nous dire comment est né ce mouvement? Merci. Vous savez, moi, je dis tout, à chaque fois que je réponds aux journalistes, je leur dis toujours, si on me parle politique, je leur réponds que moi, j'ai 2 casquettes. Hein. J'ai la casquette associative et la casquette politique. Mais avant de, comment dirais-je, de porter la casquette politique, j'ai d'abord la casquette associative. Et mon parcours associatif, j'ai beaucoup appris en France. J'ai beaucoup appris et vraiment, je remercie Dieu de m'avoir permis d'apprendre beaucoup ici dans ce pays et de comprendre un peu le sens de la vie, comme je disais, en prenant l'exemple des grands intellectuels français, par exemple, les grands sociologues, hein, vous voyez, vraiment qui ont vraiment étudié l'être humain, comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer nos conditions de vie, hein, qu'est-ce qu'on doit faire pour préparer le futur, pour que le futur soit meilleur. Et je pense que ça m'a beaucoup éclairé l'esprit. Et je me dis, pourquoi pas entrer en politique. Mais ce qui m'a encouragé, c'était un ami, un homme politique aussi, hein, qui a fait un parcours associatif ici en France, et qui est né ici, grandi ici. Il s'appelle Malik Bouti, hein, qui me disait, qui m'a invité à adhérer au Parti socialiste. C'était en 2005. Hein. J'ai pas voulu. J'ai pas voulu. J'étais secrétaire national aux questions de société, hein, dans le Parti socialiste. Alors, il m'a dit, j'étais comme toi, Madi Gassama, il était le président de SOS Racisme. Alors, il m'a dit, c'est François Hollande qui m'a fait venir à ses côtés lorsque Lionel Jospin a perdu les élections en 2002. Et je lui ai répondu que non, je reste dans le mouvement associatif. Et il m'a dit, vous vous trompez, M. Malipouti. L'association, c'est bien, ça prend beaucoup, mais ce n'est pas dans l'associatif qu'on décide, c'est dans la politique qu'on décide. Il a dit, il faut comprendre cela. Et c'est ça qui lui a poussé à entrer en politique. Moi, c'est aussi pareil. Hein. Je me dis, après tout ce qu'on a appris, il faut aller sur le terrain politique pour aider à faire comprendre à nos compatriotes que le développement ne peut pas se faire tant que nous ne changeons pas nos comportements actuels. Ce n'est pas possible. Et j'ai dit, les gens, ils vont te haïr, ils vont te dire, oui, mais il fait le malin parce que lui, il est en France. Mais c'est ça notre problème en Afrique. Et je me dis, je m'en fous. Les gens, ils vont m'insulter, ils vont dire quoi? Mais ceux qui me connaissent en France, ils diront toujours, ils me défendront parce que je ne suis pas parfait. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quand on parle, il faut faire attention. Vous voyez? Mais ici, ceux qui me connaissent ici, peut-être qui m'écoutent ou bien qui vont m'écouter dans les jours à venir, ils te diront que ce monsieur qu'on connaît ici en France, et il n'est pas quelqu'un qui... On ne l'a pas connu sur un mauvais chemin. Hein. C'est quelqu'un qui est là pour le progrès. Et alors, je me suis approché du Parti démocratique sénégalais en 2009. Alors, je me suis très rapidement, je me suis fait place, hein, une place dans la structure, dans la fédération ici en France. Et il restait que 3 ans pour les élections présidentielles.
vu mon parcours associatif, très rapidement, je me suis fait une place. Voilà, une place importante. Hein, et parce que même pas à l'année suivante, en 2010, tout de suite, j'ai eu à rencontrer Ousmane Gom, qui était flic, hein, premier flic du Sénégal, mais Effectivement. qui s'est beaucoup renseigné de moi. Il sait que je suis quelqu'un de sérieux. Alors, il a souhaité qu'on reste des amis et on a beaucoup échangé. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, malgré que les Sénégalais l'ont vomi, hein, et je ne sais pas pourquoi. Parce que, parce que non, non, sincèrement, il ne m'a jamais rien donné. Hein. Au contraire, moi, voilà, je ne comprends rien parce que je connais ses compétences, je connais le sérieux de ce monsieur. Et parce qu'Ablaye Wade, les gens pensent qu'Ablaye Wade, c'est un demi-dieu, quoi. Voilà, Ablaye Wade. Je le respecte beaucoup, c'est un grand monsieur qui a beaucoup fait pour notre pays et qui a tout fait pour instaurer la démocratie au Sénégal. Mais il n'a pas fait tout seul. Hein. Il a été accompagné par Ousmane Gom et d'autres qui étaient des jeunes avec leur énergie, tout ça, qui se sont battus avec vent et marée et pour pouvoir vraiment pousser le président Abdou Diouf à accepter sa défaite. Alors, mais si le président Wade a son projet familial pour mettre en place, mettre son fils à la tête du Sénégal, mais il est là à tuer à petit feu tous ses lieutenants. Il a commencé par les Ousmane Gom, les gens disent que Ousmane Gom est un traître. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont rendus compte que tous ses proches, les fidèles et des fidèles sont tous partis. Sont tous partis. Donc, on ne peut pas dire Ousmane Gom est un traître. Moi, c'est ce que je ne veux pas entendre. Parce que c'est un complot politique du président Wade. Alors, j'ai été dans le PDS jusqu'en 2011. Le président Wade même a souhaité me rencontrer avec une délégation au palais présidentiel pour nous féliciter, nous remercier de tout ce qu'on fait pour le parti. Donc, on a tellement fait des mobilisations ici. Alors, malheureusement, il a perdu les élections. Alors, lorsqu'il a perdu les élections, les gens se sont... alors, les responsables qui sont restés, il fallait qu'on se retrouve pour réorganiser le parti. Et voilà, c'est à partir de ce moment que j'ai été désigné coordinateur du PDS en France. C'est juste avant même les législatives. Hein, c'est moi qui avais organisé les législatives du PDS en France en tant que coordinateur du PDS en France. Tu vois, en 2012. Et après, le président Wade est venu ici en France. Il a cherché à me rencontrer parce qu'il va dans la presse. Lui-même, il nous a reçus au palais en février 2011. Voilà, pour me féliciter vraiment de tout ce que je fais pour le parti. J'étais en délégation avec des amis qui sont toujours en France ici. Hein. Alors, mais il était très content du travail que j'abats avec les amis dans le parti, malgré qu'on a perdu les élections. Mais comme les gens, ils respectent rien, maintenant, il y a une guerre, quoi. Chacun, ils sont jaloux parce que ils ont tout fait pour me combattre. Et ça, je n'ai pas aimé. Il n'y avait pas un bon climat. Je n'aime pas travailler dans l'indiscipline, dans une ambiance électrique, pas dans le bon sens, mais dans le mauvais sens. Et c'est la raison pour laquelle j'ai jeté l'éponge. J'ai dit à mes amis qui sont fidèles à moi, créons notre propre parti politique, d'abord mouvement politique, et on va essayer progressivement faire connaître aux Sénégalais notre ambition politique. C'est là que le mouvement MDS a été créé en juillet 2013. En juin 2013. Alors, on a continué de se battre jusqu'aux élections législatives en 2017. Ousmane Gom, il avait créé son mouvement, il est venu me voir pour qu'on fasse une coalition. J'ai accepté, mais malheureusement, comme il a été vomi par tous les Sénégalais, parce que par bon nombre de Sénégalais, il n'a pas pu obtenir un député au Sénégal. Ça a été vraiment, je n'ai pas compris ça. Et après les élections,
on a repris notre mouvement et lui, il est resté aux côtés de Macky Sall et je n'ai pas voulu soutenir le président Macky Sall. Et alors, là, après, j'ai été au Sénégal, j'ai beaucoup regardé les candidats qui je peux soutenir finalement. Mais j'ai vu qu'Ousmane Sonko, voilà, il a des qualités. Voilà, on partage presque les mêmes valeurs. Et je me dis, ben, je vais aller avec lui. C'est là où j'ai soutenu sa candidature. Donc, on a perdu les élections. On s'est retrouvés, on s'est dit, ben, il ne faut pas qu'on s'arrête aussi sur un si bon chemin, quoi. On a fait un excellent résultat, surtout ici en France. Et au Sénégal aussi, pareil. Et partout dans le monde, d'ailleurs. On s'est dit, on ne va pas s'arrêter là. Il faut qu'on se réorganise. Il faut qu'on réorganise une coalition et mettre en place une coalition. Et d'où la naissance de la coalition Jotna, dont nous sommes fondateurs dans cette coalition. Et nous faisons partie des fondateurs. Voilà. D'accord, très bien. Et quelles sont vos ambitions politiques, le mouvement MDS? Quelles sont les ambitions politiques du mouvement? Nos ambitions politiques à court terme, c'est de favoriser l'accession d'un candidat que nous soutiendrons en 2024 à la magistrature suprême. Et je dis bien qu'on ne soutient pas un candidat à l'aveuglette. Nous allons aussi notre propre programme. C'est vrai que s'il y a élection, s'il y a un président élu, c'est lui qui doit faire face au peuple. Hein. Voilà. Mais le président aussi doit comprendre qu'il a des soutiens, lui seul, ses idées, ça ne peut pas aussi, ça peut pas tout changer. Donc, il faut prendre les idées des uns et des autres. Nous aussi, nous viendrons avec notre programme, au moins qu'on nous laisse quand même aussi participer et mettre nos idées en place, et afin que notre volonté politique de revenir au Sénégal pour changer les choses puisse vraiment aboutir. Et donc, mais à court terme, on ne vise pas la magistrature suprême du Sénégal, mais à court terme, pour gagner les élections de 2024. D'accord. Et le mouvement est composé que des étrangers ou bien aussi il y a des gens qui sont en train qui résident actuellement au Sénégal et qui font partie du mouvement? Oui, le mouvement est né en France, à Paris, et nous avons une cellule aussi des femmes d'origine sénégalaise, hein, qui, beaucoup même sont passés, d'autres sont passés par mon association, qui sont restés fidèles à nous et qui croient en ma personne, hein, mon honnêteté et ma rigueur aussi pour le travail et mon sens de solidarité envers les autres. Et ces femmes sont restées toujours avec moi, ont toujours gardé. Hein. Ils ont créé une cellule pour soutenir le mouvement. Et au Sénégal aussi, on a une représentation au niveau de Dakar. À Dakar, nous avons, dans la coalition Jotna, nous avons des représentants. Hein. La personne de Papa Sek, qui était un enseignant, mais qui était venu ici faire ses études en France, qui est reparti. Et il y a aussi un autre monsieur qui s'appelle monsieur Borto Samba Baldé, qui est un informaticien, d'ailleurs, qui est le vice, le trésorier adjoint de la coalition. Vous voyez, eux qui représentent le mouvement au sein de la coalition à Dakar. Et bon, en Casamance, à Marsassoum, où je suis né, vraiment, il n'y a pas un véritable bureau d'abord, hein, mais quand même, j'ai des jeunes sympathisants, hein, des jeunes filles, des jeunes femmes et des jeunes garçons qui se mobilisent depuis très longtemps. Notamment, il y a un soigneur qui vous soutient parce qu'il m'a même envoyé un message lorsqu'il a su que vous serez mon invité d'aujourd'hui. J'allais d'ailleurs à travers voilà, votre antenne hein, lui remercier beaucoup hein, quand même de sa disponibilité hein, pour moi au Sénégal, surtout à Marsassoum et mon jeune frère hein, que je salue au passage vraiment et qui est très très disponible pour moi.
il fait tout aussi pour faire connaître à Marsassoum le mouvement. Alors, voilà, mon ambition, c'est que c'est pas, je ne me bats pas pour moi-même. C'est ça que je voulais faire comprendre. Moi, je me bats vraiment et je l'ai fait en France ici avec mon association, malgré sa grandeur, malgré que c'est une grande association, je ne demande pas de subvention à l'État ni rien. Et certains responsables locaux, d'ailleurs, se posent la question, pourquoi vous ne demandez pas de subvention? Mais on doit, avec tout le travail que vous... Voilà. Moi, je me contente de ce que je gagne de mon travail et Dieu merci, ça m'a... Je ne dis pas que ça me suffit, mais ça me permet de faire des investissements, d'investir en France, et j'ai commencé à investir au Sénégal. Et voilà, travailler à la sueur de son front. Et je ne veux pas ces subventions-là. Il y a des gens, des associations françaises qui vivent de ça, tout ça. Mais moi, j'ai jamais. Et j'accompagne les gens gratuitement aussi, sauf que les gens, ils prennent seulement ma carte d'adhésion. Et voilà. Et le bénévolat, vraiment, on doit être quand même tous mobilisés à vouloir faire le bénévolat, aider son prochain, même si c'est gratuit. Voilà. Et donc, le mouvement a des représentations. À Sédhiou aussi, dans d'autres régions, à Ziguinchor, et on a des représentants qui sont là-bas, qui nous représentent. D'accord, très bien. Alors, je vois que le mouvement est est un peu quand même élargi. Ça ne se limite pas qu'en France déjà. Vous êtes en train quand même de gagner du terrain un tout petit peu au Sénégal, c'est bien. Alors, avez-vous des projets personnellement pour Marsassoum? Si oui, quels sont vos projets que vous avez pour Marsassoum? Oui, il y a beaucoup de... Il y a des gens qui me disent, même ici en France, mais il faut se présenter à la mairie de Marsassoum, etc. Mais pourquoi? Oui, écoutez, mon projet pour Marsassoum, c'est qu'il faut que Marsassoum devienne une ville où vraiment l'économie, vraiment qu'on puisse vraiment faire émerger l'économie, qu'on puisse trouver du travail sur place à Marsassoum, que les jeunes puissent trouver du travail. Et aussi que nos jeunes puissent vraiment poursuivre des études supérieures, euh, même à l'étranger, et qu'ils deviennent des cadres, ouais, parce que c'est très important. Et moi, c'est ça mon ambition. Ce n'est pas une ambition personnelle. Et je dis très bien, d'autres même me reprochent pourquoi tu ne fais pas la politique en France avec ton parcours associatif. J'ai adhéré dans un grand parti ici en France, dans le calme, dans la discrétion, sans que je sois visible. Et ça, je l'ai fait parce que je vis ici, etc., pour aussi apprendre, quoi. Vous voyez, j'ai jamais voulu prendre des responsabilités quelconques comme ça dans le parti. C'est un grand parti qui a gouverné ici plusieurs années. Et donc, je me dis, la France n'a pas besoin de mes compétences, moi. Ici, la France, elle est construite. Il y a tout. Mais ici, les gens, pour travailler, on va casser des choses qui sont déjà bien construites pour modifier, pour que les gens puissent travailler. Mais partout, la France n'a pas besoin de certains Madigassama. Mais je pense que le Sénégal ou Marsassoum a besoin de certains Madigassama, dit Abbas, à Marsassoum, je suis connu là-bas. Et c'est la raison pour laquelle je me dis, bon, il faut y aller. Mais le problème, vous savez, à Marsassoum, quand on arrive là-bas, il y a des gens qui pensent que tu es venu prendre leur place, vous voyez. Mais ils n'ont rien compris. Rien n'appartient à personne, vous voyez. Chacun vient avec ses idées, ce qu'il veut mettre en place. Et ses ambitions pour Marsassoum et ses environs, quoi, vous voyez. Et moi, je voudrais vraiment développer beaucoup le tourisme à Marsassoum. Je voudrais développer l'agriculture à Marsassoum et pour créer de l'emploi, pour faire des transformations de nos produits agricoles sur place. Et vraiment, voilà mon ambition, parce que il ne faut pas tourner autour du pot. Quand on regarde des grands pays,
c'est ça, hein, c'est l'agriculture, la transformation des produits agricoles, Ouais, etc., l'élevage, dans ouais. le textile, dans beaucoup de domaines. Mais tant que l'agriculture n'est pas développée, même si elle est développée, et qu'on ne transforme pas nos produits sur place, hein, je vois des noix d'acazou là comme ça, on les ramasse brutes comme ça pour les envoyer à l'étranger, aller les transformer là-bas. Je les trouve ici dans les grandes surfaces là-bas. Hein, je dis parfois, oh, peut-être ça vient de chez moi. Vous voyez, les noix d'acazou. Mais on ne les transforme pas sur place. Et ça, c'est malheureux. Tout Ça, à c'est fait. vraiment Ouais, c'est vraiment regrettable quand même. Donc, mon ambition, d'accord. je ne renonce en rien. Hein. Ça, pour être clair avec vous, le moment venu, je me prononcerai, hein, parce que, comme François Hollande a répété à M. Malik Bouti, que c'est Oui. en politique qu'on décide. Donc, si je D'accord. veux Donc, faire des choses en marchation, si je n'ai pas les mains libres, hein, et la possibilité de transformer les choses, oui. je ne peux pas les faire, même si je vis avec mes idées, avec mes relations, voilà, je peux faire, parce que j'ai D'accord. connu ça. Donc, ça veut dire, on peut sous-entendre que vous pressentez quand même un jour à diriger la mairie de Marsassoum. Ah, mais oui, pour le bien de Marsassoum, pour le bien de Marsassoum. Et moi, ce que je voudrais dire, M. Sanusi, hein, Diaby, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je voudrais vraiment, je dis que je ne cherche même pas la mairie de Marsassoum, ça va rapporter quoi? Ça va rapporter quoi? Vous savez, même si je ne fais pas la politique au Sénégal, je sais que si je veux devenir ministre au Sénégal avec tout ce que je dispose ici comme base politique, hein, base politique en France, et mon parcours aussi, avec ça seulement, il faut même. Mais si je viens à Marsassoum, je vais gagner quoi? Ce que je vais gagner, c'est ce que je vais mettre en place pour les générations futures. Pour dans 50 ans, 100 ans, lorsque je ne serai plus de ce monde, et que ceux qui viendront diront, ah, vraiment, nos grands-parents, voilà ce qu'ils ont fait, tel a fait ceci, cela, tel a fait ceci. Voilà ce qu'ils ont construit pour nous. Mais c'est ça la fierté. L'Europe est construite comme ça. Ce sont les autres qui ont préparé l'avenir de ceux qui en bénéficient aujourd'hui. Et moi, ma mentalité, je ne viens pas parce que je veux être maire. À quoi les ressources là-bas? Et je vais créer de la richesse. Je sais comment je peux créer de la richesse. J'ai cette expertise et j'en suis persuadé. En 5 ans, voir, et j'ai la certitude que beaucoup de maires peuvent aussi s'appuyer sur les appliquer, nos expériences pour les appliquer chez eux. Et ça, j'ai la certitude. Maintenant, si les gens pensent que je viens pour prendre leur place, il n'y a pas de place pour personne, hein, ça n'appartient à personne. Donc, mais le moment venu, peut-être à travers vous, je vais annoncer peut-être ma position clairement et je Oui. serai fier de le faire parce que vraiment, j'ai beaucoup d'estime pour toi et de tout ce que tu fais actuellement. Merci beaucoup. Alors, c'est réciproque. Voilà, le message est bien passé. Alors, nous avons fait pratiquement 2 tours, 2 heures, 2 heures de temps d'émission. Voilà, j'allais dire. Pratiquement, nous sommes au terme de cette émission. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire qu'on n'a pas abordé, qu'on n'a pas souligné, une question dont vous avez besoin de parler et Mais on a fait le tour. Depuis mon enfance jusqu'en Ouais. France, on a fait le tour vraiment. Je suis très heureux quand même que le monde m'a donné l'opportunité quand même de s'adresser surtout à mes compatriotes. Parce que moi, je suis fier d'être à la fois sénégalais et africain. Et donc, ce sont des opportunités comme ça et qui nous permettent chacun de parler un peu son parcours, ses expériences, etc. Et je trouve ça très intéressant. Donc, ben, cela a été possible
par vous. Et c'est à saluer et à encourager. Et donc, voilà, on est aussi là pour être à votre disposition, hein, disposition ben, pour tout complément d'information et tout ce que vous souhaiterez comprendre, etc. Et donc, c'est pour seulement remercier hein, cette initiative de penser à moi, hein, malgré les nombreux hein, des gens de Marsasson ici en France, en Europe ou au Sénégal. Et on est très nombreux, mais pensez à moi vraiment. Et c'est très touchant pour moi. C'est quand même un honneur pour moi. Et je t'en remercie, je vous en remercie beaucoup. C'est pour Et nous. je vous dis vraiment, c'est continuez comme ça, certain que vous réussirez un jour et que c'est égal, hein, avec tout ce que je vois à la Voilà. télé, les inondations et ce manque de vision hein, de nos présidents africains et que je profite aussi à votre antenne pour vraiment déplorer ce manque de vision de nos présidents à la personne de Macky Sall, hein, dépenser à peu près 1000 milliards pour terre qui jusqu'à présent ne fonctionne pas et que Dakar est sous Effectivement. les eaux. Et en France, on peut voir une ville sous les eaux, mais en 24 heures déjà, ben, l'eau disparaît là. Hein. 24 heures, l'eau disparaît. Effectivement. Mais je vois que Dakar, dans certains endroits, mais l'eau restera stagnée depuis jusqu'à des mois encore. Hein, et que, voilà, bienvenue les moustiques hein, avec de l'eau salée, comme ça. Et donc, Ouais. sincèrement, c'est ça qu'il faut dénoncer. Je crois que les Sénégalais doivent être vigilants et que ceux qui vont nous gouverner, il faut qu'ils sachent que ces gens-là ont de la compétence, ont de hein, la vision de la société pour la transformer. Si tel n'est pas le cas, parce qu'on nous donne ces 1000 francs ou 10 000 francs à acheter du riz, et pour applaudir et après rester dans la merde. Alors, je dis, si c'est ça la politique au Sénégal, je dis merci. En tout cas, je Merci. voulais dénoncer ce manque de vision du président Macky Sall, à qui Ouais. j'ai pas, je suis pas contre de sa personne, mais c'est sa politique que je dénonce. Voilà. Ouais. Tout à fait. Alors, Et je merci salue d'avoir tous quand même les bien Matasoumois et les oui. Matassoumoises et je salue les membres du MDS. Hein, franchement, je vais pas, on va pas se quitter sans remercier ce groupe ce groupe WhatsApp de MDS de Marsasson, hein, que ce soit des garçons, des filles, hein, que je regarde chaque fois leur échange, tout ça, et c'est un groupe vraiment très dynamique. Je leur encourage de continuer comme ça et à travers votre antenne, je leur salue tous, je leur embrasse tous et je leur dis continuons comme ça et j'ai la certitude, si Dieu nous laisse la vie et la santé, et nous Inch'Allah. allons franchir les étapes et nous allons atteindre nos objectifs. Inch'Allah. Alors, nous allons Inch'Allah. atteindre nos objectifs. Voilà, c'est sur ces mots que voilà, Monsieur Madi Gassama va vous quitter. Alors, de ma part, nous vous remercions vraiment d'avoir répondu à cette invitation. L'invitation que vous nous avez facilitée, franchement, parce que depuis qu'on vous a vraiment présenté, voilà, on vous a parlé de l'émission et de l'invitation. Automatiquement, vous avez su nous dire oui. Vous n'avez pas dit non, vous n'avez pas dit non, mais écoutez, attendez, je regarde mon emploi du temps et tout. Automatiquement, vous avez répondu à cette invitation et c'est une chose à saluer parce que c'est Marsassoum qui a besoin de vous et vous avez répondu à Marsassoum parce que c'est voilà, c'est le but de cette émission et je vois quand même l'ambition que vous portez pour Marsassoum, l'amour que vous avez pour Marsassoum et la disponibilité que vous avez pour Marsassoum parce qu'effectivement, vous avez compris le sens de l'émission. Vous savez que c'était simplement pour permettre à ces jeunes de Marsassoum aujourd'hui d'avoir un aperçu par rapport à votre parcours et d'avoir voilà, d'avoir une petite vision par rapport à votre parcours aujourd'hui, là où vous êtes, là où vous avez quitté jusqu'à ce que là où vous êtes aujourd'hui. Et vraiment, nous vous en remercions et nous ne cesserons de vous remercier par rapport à cela. Et par ma personne, voilà, nous vous encourageons aussi et on vous exhorte à continuer ce que vous êtes en train de faire. On sait que vous êtes en train d'abattre un travail qui n'est pas du tout facile.
Mais quand même, avec la grâce de Dieu et avec la bénédiction de vos parents, je sais que vous allez y arriver, Inch'Allah, un jour. En tout cas, nous vous remercions vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Très cher tonton Madi Gassama. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée au Sénégal et au Maroc pour vous Merci. et aux Sénégalais au Sénégal aussi. Hein, voilà. Merci Et bonne beaucoup, c'est soirée à gentil. tout le monde et à très Beaucoup. bientôt. Alors, merci à très bientôt, Inch'Allah. Alors, très chers vous qui nous suivez, voilà, donc aujourd'hui, nous avons reçu comme invité M. Madi Gassama. Alors, nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Ce sera certainement dans 2 semaines, Inch'Allah, avec un autre invité. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde.